bonjour à toutes et tous, bienvenue sur RMC, bienvenue sur RMC Story, c'est parti pour les GG, les grandes gueules. Nous sommes en direct comme tous les jours de 9h à midi. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Et dans un instant, âme sensible s'abstenir lorsque Didier Giraud va nous raconter ce qui s'est passé ce week-end. Avant toute chose, permettez-moi de remercier les Niçois, les Niçoises, le Salon du Livre de Nice, l'organisateur Christian Giraud. On a passé une super journée samedi avec Olivier, avec David Dickens, à la rencontre de tous ceux qui aiment les GG, tous ceux qui aiment les grandes gueules, avec le livre Les secrets des grandes gueules aux éditions de l'Archipel, l'enquête de Michel Thomas. Donc voilà, très bon moment. On va essayer de renouveler, là, de refaire quelques petites sorties. Je vois le président Maillot qui est là. Oui, on va ressortir avec le bouquin. Bonjour Jacques Maillot, fondateur du Voyagiste Nouvelles Frontières. Salut Alain, bonjour Olivier, bonjour à tous. Nous sommes avec Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, blessé au poignet gauche. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Didier? J'ai essayé Entre j'ai essayé de tronçonner une main à la tronçonneuse à ferraille et lève un peu pour ceux qui sont devant RMC Story. Voilà, ça fait quelques dégâts, mais il n'y a rien de très grave, tout est là. Et c'est tes tendons qui ont sauté? C'est des tendons, j'ai tous les doigts, voilà. D'ailleurs, je remercie toute la France profonde qui m'a témoigné sa sympathie. Entre autres, ce week-end, c'est mon club qui accueillait la finale de Fédéral 1, donc les supporters de Valence-Romand et les supporters de Rouen qui m'ont témoigné leur sympathie et leur amour de l'émission. Je les en remercie. Ton métier est donc dangereux. Oui, c'est un métier, oui. Quand c'est pas un coup de corne en pleine tronche, c'est la meuleuse qui lui... C'est un métier exposé aux accidents, voilà. Des paysans à qui il manque des doigts, il y en a plein. J'ai de la chance, parce que moi je me suis fait prendre, mais il y a tous les doigts, donc tout va bien. Comment ? Tout va bien. D'accord. Et dans les GG, un petit nouveau aujourd'hui dans le débat qu'on va tester avec les grandes gueules. Vous le connaissiez en tant qu'élu socialiste. Aujourd'hui, la vie politique, c'est toujours sa passion. Mais en tant que député, tout ça, c'est fini. C'est Jérôme Guedj qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est un casting. Oui, la droite n'est pas dans un très bon état, on va en parler dans un instant. Et la gauche? On va en parler aussi, probablement. En meilleur état à la gauche. Alors, c'est quoi la page de la vie politique qui s'est tournée, Jérôme? Non, mais d'abord, on tourne jamais vraiment la page de la vie politique quand on a été élu. Moi, je suis toujours élu dans l'opposition dans mon département de l'Essonne, même si c'est beaucoup moins intense. Donc, on essaye de... C'est un peu tarte à la crème, ce que je veux dire, de travailler. Donc voilà, moi, je fais des choses à fond sur le vieillissement de la population, qui est un sujet qui me passionne. Voilà. Et quand on est élu local, on travaille, c'est ça? J'ai compris tout de suite. Les élus bossent à des degrés divers, les uns et les autres. Mais franchement... Il y a 500 000 élus en France. Donc si on les faisait disparaître du jour au lendemain, je peux vous assurer qu'on verrait que le pays ne tourne pas. Et les maires des petits villages, les maires adjoints dans les quartiers, heureusement qu'ils sont là parce qu'ils font souvent tourner bien la machine. Après, dans ce pays, on est dans une fascination, répulsion des élus. C'est-à-dire qu'on adore ces élus et on adore les détester aussi. C'est ce qui fait le sel de la démocratie française et donc faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Didier Giraud, Jérôme Guedj, Jacques Maillot, que va-t-il se passer aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? Tout à l'heure, un sociologue québécois sera avec nous. Il s'appelle Mathieu Bock-Côté. Il sera dans le grand oral des GG. Il fait beaucoup de bruit de l'autre côté de l'Atlantique. Il commence à en faire ici en France avec ce livre, L'Empire du politiquement correct. Il en a assez, Mathieu Bock-Côté, de la doxa aujourd'hui sur le multiculturalisme, c'est bien. Et ceux qui ne pensent pas comme ça, eh bien, ils sont exclus du débat politique. Donc, il viendra aussi donner toutes ces vérités. Mathieu Bock-Côté dans le grand oral des GG. À 11h20, les GG veulent savoir, l'été sera-t-il caniculaire? C'est ce qu'on nous prévoit déjà. 10h, grande gueule du jour, ces députés qui veulent supprimer certaines lignes aériennes au profit du train. Est-ce que c'est une bonne idée? Avant la une des GG, 1000 € à gagner, c'est tous les jours. 1000 € à gagner avec les grandes gueules le matin. 1000 € à gagner avec Vincent Moscato dans le Super Moscato Show à partir de 16h. Il suffit d'envoyer RMC par SMS au 732-16. Vous jouez, vous gagnez avec nous. La semaine commence avec un coup de chance, avec les grandes gueules, avec Vincent Moscato. RMC par SMS au 732-16. Vous êtes tiré au sort et les 1000 €, c'est pour vous. À la une des grandes gueules, le départ de Laurent Wauquiez et une question, les Républicains, est-ce que c'est la fin? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. RMC, à la une des grandes gueules. Les victoires, elles sont collectives. Les défaites, elles sont solitaires. C'est comme ça. Et il faut que je prenne mes responsabilités. Ma décision ce soir, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. J'ai décidé de prendre du recul. Et pour répondre à votre question, je me retire de mes fonctions de président des Républicains. Je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Je ne viens pas sur votre plateau en ayant la moindre amertume ou la moindre aigreur. Pendant une semaine,
J'ai tout fait pour essayer de rassembler les bonnes volontés. Je pense qu'il faut que la droite se reconstruise. Je ne veux pas que la démocratie, ça devienne juste ce choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il faut que la droite se reconstruise. Les défaites sont solitaires. Laurent Wauquiez repart en tant que président dans sa région Auvergne-Rhône-Alpes. Les Républicains et la rue de Vaugirard, c'est fini. Oui, la formule est jolie. Hein. Les victoires sont collectives, les défaites sont solitaires. En fait, Laurent Wauquiez a fait sans doute hier soir ce qu'il aurait dû faire il y a une semaine. Il s'y met dans les grandes gueules. Je me souviens, lundi dernier, après le naufrage notamment de la droite aux européennes, on s'interrogeait pourquoi Wauquiez n'a pas tout de suite dit « je m'en vais ». Parce que la défaite de Bellamy, c'est aussi la défaite de Wauquiez, même si sans doute les problèmes des Républicains vont au-delà de Laurent Wauquiez. On sait que Emmanuel Macron a en quelque sorte siphonné une partie de l'électorat de droite, puisque Emmanuel Macron, ça va du centre-gauche au centre-droit. Le Premier ministre d'Emmanuel Macron vient de la droite, le ministre de l'économie vient de la droite, le ministre du budget vient de la droite, bref. Alors, il n'avait plus tellement le choix, Laurent Wauquiez, parce que vous l'avez vu toute cette semaine, ses amis, entre guillemets, ont fait en fait comme s'il n'était plus là. Gérard Larcher, de son côté, convoquait des élus. On a entendu des maires des Hauts-de-Seine, le département traditionnellement de la droite qui a basculé en Macronie. Plusieurs maires des Hauts-de-Seine qui ont claqué la porte des Républicains. On entendait aussi des maires comme le maire de Reims nous expliquer que de toute manière, ils allaient se présenter, mais sans l'étiquette les Républicains, comme si c'était une infamie. Donc finalement, Laurent Wauquiez n'avait plus le choix. Alors maintenant, la question, au-delà du sort de Laurent Wauquiez, qui n'a d'ailleurs que 43 ans, hein, est-ce que c'est pas un peu tôt pour prendre sa retraite politique? Est-ce que les Républicains, c'est pas la fin finalement? 32-16, rmc.fr, hashtag GGRMC, c'est vous qui réagissez, Jacques. Non, mais je trouve que d'abord, on critique suffisamment Wauquiez. Je trouve qu'hier soir, il a été bon. Il a réussi sa sortie. Exactement, il a réussi sa sortie. Bon, en effet, avec une semaine de retard, mais ça prouve qu'il a réfléchi. Je l'ai trouvé honnêtement assez ému, pas agressif, etc. Donc, honnêtement, c'était sobre, c'était clair. Je trouve qu'il est quand même, un petit peu tardivement, mais qu'il est bien sorti. Et à mon avis, ce qui paye Wauquiez, c'est d'abord son comportement, et en particulier en février 2018, lorsqu'il a raconté n'importe quoi à l'école de commerce de Lyon. Ça, à mon avis, on met ce genre de propos... Le fameux bullshit médiatique. Oui, où il a même dézingué complètement le président Sarkozy. Alors quand même, chez les Républicains, il a quand même encore de Sarkozy... Donc, tu dis que Wauquiez, il y a un problème personnel. Ah oui. Mais un problème personnel. Déjà, il aurait dû réfléchir. En janvier 2018, lorsqu'Alain Juppé, c'était un premier avertissement, a déjà dit qu'il n'allait pas reprendre sa carte. Et puis en février 2018, mais il a dézingué tout le monde en disant que c'était off. Pour un homme politique, c'est jamais off. Et là, à mon avis, ça c'est quelque chose qui va traîner un certain temps. Donc si Wauquiez s'en va, ça veut dire que les Républicains vont repartir comme en 40 ? Je pense que les Républicains vont pas partir comme ça, parce que le Premier ministre organise des petits déjeuners. C'est quand même le rôle principal d'Édouard Philippe, en dehors des 80 km/h, c'est faire du recrutement. C'est vraiment... actuellement, en même temps, on a quand même un gouvernement de droite. En fait, c'est un peu... oui, c'est un peu les juppéistes qui sont au pouvoir. En tout cas, le pôle de gauche, on voit bien d'ailleurs, il y en a qui s'excitent, Taché, Mignard, Le Drian, si la Camille Le Drian... les Républicains. Oui, mais quand même une petite parenthèse. Oui. Donc je dirais que... Les Républicains, est-ce qu'ils ont un avenir ? À mon avis, il y a un espace pour rebâtir quelque chose entre le Rassemblement national et puis on sait pas l'évolution du macronisme et d'En Marche. Il faut toujours être prudent en politique. Ouais, moi je serais aussi prudent que Jacques en disant en politique rien n'est jamais définitif. Après aujourd'hui, ce pauvre Wauquiez, alors il va pas devenir SDF, il est quand même président d'une des plus grosses régions de France. Il est complètement victime du macronisme. Enfin, à la fois le macronisme et à la fois les bons scores confirmés de l'extrême droite font qu'au milieu, voilà, on tombe. Tu l'aimais bien, toi, Laurent Wauquiez ? On tombe à 8%. Non, c'est pas ce que je préfère à droite, Laurent Wauquiez, parce que tous ces gens de l'UMP qui veulent courir sur les plates-bandes du Front National, ils font que s'éloigner du vrai électorat de droite qui est finalement plus proche de Macron aujourd'hui. Il y a qu'à lire les résultats des européennes, tout simplement, quoi. Après, derrière ça, Jacques, il l'a dit, les macronistes de droite au gouvernement s'occupent de siphonner longtemps après l'élection du président, quoi. Je veux dire, ils sont encore aujourd'hui en train de récupérer. Et pour moi, la fin de l'UMP et donc des Républicains tel qu'il a été construit par Sarkozy, c'est dans le livre de Davet et l'homme qu'on a reçu il y a quelques semaines ici, quoi. Il paye d'abord le fait que les gens se haïssent dans ce parti et étaient sûrs
que derrière Hollande, c'était pour eux, et on passait leur temps à se dézinguer, quoi. On passait tout le quinquennat Hollande à se dézinguer entre eux pour arriver à être celui qui gagnerait la primaire, quoi. Je pense que Wauquiez, il est complètement l'héritier de ça, et il se retrouve avec un truc délabré où les gens se sont tués en interne d'abord, quoi. Jérôme, Wauquiez, les Républicains à la fin? En tous les cas, je trouve que la concomitance hier soir de deux événements, la démission de Wauquiez et le retour et la prestation de Marion Maréchal Le Pen, qui se positionne dans une sorte d'offre de service général pour respectabiliser le Rassemblement national, en empruntant beaucoup des mots de la droite traditionnelle. Ça montre que hier, il y a un choix qui va se poser. C'est la sanction de la ligne que Wauquiez avait voulu incarner, justement de courir, tu viens de le dire, derrière le Front National, en essayant de récupérer ceux des électeurs traditionnels de la droite qui avaient pu être séduits par le Rassemblement National. Or, cette ligne, manifestement, elle a été sanctionnée. Et de l'autre côté, il y a la tentation d'un Gérard Larcher, d'une Valérie Pécresse, d'un Xavier Bertrand, en gros, qui est de dire il faut reconstituer l'UMP. Rappelez-vous, l'UMP, c'était la droite et le centre-droit, et les centristes. Ouais, le problème, c'est que le volet centriste, ils sont déjà partis chez Macron. Voilà. Donc, pardonnez-moi l'expression, la droite, elle a le cul entre deux chaises aujourd'hui. La tentation d'aller vers le Rassemblement national avec une force d'attraction, parce qu'il faut vraiment se méfier. Enfin, en tous les cas, pour moi, ça va être la personne à suivre le plus dans les années à venir. On l'a déjà dit 1000 fois, c'est Marion Maréchal. Certains ont déjà fait le choix. Hein, Thierry Mariani, c'est clair. Vu, les digues, j'aime pas ce terme des castors, des digues, etc. C'est une formation politique. Elle est dans le débat public. Mais on a déjà cette attirance pour ce mouvement-là. Et de l'autre côté, il y a Macron. Parce que je veux pas avoir l'impression de donner des leçons, on a exactement le même problème à gauche. Exactement le même problème à gauche. Entre une position radicale d'attraction vers Mélenchon et puis une autre partie. Moi, je pense que ce pays a besoin d'une droite républicaine et d'une gauche républicaine. Alors, pourquoi, en fait? Parce que ça, on entend beaucoup. Alors, c'est marrant, on va en reparler tout à l'heure avec Mathieu Bock-Côté. Pourquoi a-t-on besoin des Républicains aujourd'hui dans le paysage politique par rapport à la nouvelle offre? On voit bien qu'il y a une nouvelle bipolarisation qui se met en place. Macron d'un côté, Le Pen de l'autre. Est-ce qu'on a besoin des Républicains? Mais parce que, alors encore une fois, je trouve que c'est un des chapitres intéressants du bouquin dont on va parler tout à l'heure, qui est que si on est dans l'indifférenciation politique, si les gens à un moment ils savent plus faire la différence entre la droite et la gauche, alors ils vont vers une sorte d'aventure avec une vitrine sympathique, c'est Macron en disant je vais faire du en même temps, et au bout d'un moment on se rend compte que c'est pas possible de faire du en même temps. En réalité, c'est utile pour gagner l'élection et être attrape-tout et séduire tout le monde, mais à la fin, et je jette pas la pierre, Emmanuel Macron, il fait une honorable politique de droite ou de centre-droit sur bien des c'est très modéré, hein. Sur bien des sujets, d'accord. Oui, mais franchement, ce serait Alain Juppé qui mettrait en place cette politique. On dirait c'est une politique de droite classique. Donc Macron, c'est super Juppé habile pour gagner l'élection. C'est du Juppé-like. Alors tiens, nous sommes avec Philippe Juvin, qui est président de la Fédération Les Républicains des Hauts-de-Seine. Bonjour, Monsieur Juvin. Bonjour. L'après-Wauquiez, c'est quoi alors, Monsieur Juvin? L'après-Wauquiez, ça va dépendre de si on arrive à sortir de l'archaïsme dans lequel on s'est enfermé. Ça va dépendre de notre capacité d'abord à travailler. Il y a très longtemps qu'on ne travaille plus sur le fond. Notre capacité à déverrouiller un parti qui aujourd'hui n'est absolument plus démocratique. Et notre capacité à parler non pas à une seule classe sociologique, comme ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, c'est une des raisons de notre déroute, mais de parler de nouveau à tout le monde. Oui, mais vous, par exemple, Monsieur Juvin, on vous appelle parce que vous étiez tenté de rejoindre Macron. Est-ce que le départ de Wauquiez hier soir vous fait réfléchir et vous dites, bon, finalement, il y a encore un avenir chez les Républicains, ou de toute manière, avec le départ de Wauquiez, c'est les Républicains qui s'en vont, en quelque sorte? Non, moi, en tant que maire, j'ai sonné la sonnette d'alarme en disant attention, si on n'arrive pas à recréer quelque chose d'attractif qui fait revenir les gens, les maires qui sont aujourd'hui l'architecture des Républicains et notre plus-value, notre occupation territoriale, les maires vont partir. C'est ça le danger. Donc moi je suis prêt à jouer le jeu, de faire en sorte qu'on puisse se reconstruire, mais je tire la sonnette d'alarme. Le départ de Laurent Wauquiez ne règle pas tout. Qui doit prendre sa place? On vient de se prendre la défaite que vous avez. La question, elle n'est pas là. Mais si, patron. Déjà quelqu'un qui n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi? Attendez, allez-y, Monsieur Juvin. On l'aurait, le patron. Ça serait facile. Non, on l'a pas. Donc forcément, ça sera collégial, au moins dans un premier temps. Ensuite, je vous dis le vrai sujet, c'est est-ce qu'on fait de la politique
comme on l'a fait jusqu'ici, ou est-ce qu'on change? Moi, je suis au Parlement européen. Je vais vous donner un exemple. J'ai été parlementaire européen pendant 10 ans, j'en sors actuellement. Et moi, j'ai appris une chose là-bas, c'est qu'il n'y a pas de manichéisme en politique. Au Parlement européen, on travaille tous les uns avec les autres. On n'est pas d'accord sur tout, mais on travaille tous mais c'est les uns la avec les proportionnelle. Mais ouais, c'est pas le même système. Mais moi, je veux participer à quelque chose de nouveau et faire comprendre que dans un monde moderne, un parti politique ne peut pas être toujours contre systématiquement ce que proposent les adversaires. Oui, mais sincèrement, si on est un peu concret là ce matin, parce que tout ça c'est des mots, mais qu'est-ce que vous avez à proposer d'autre que Emmanuel Macron en fait et Édouard Philippe? Qu'est-ce que vous avez à proposer d'autre et qui ne soit pas déjà proposé par le Rassemblement national en fait? C'est ça, quel est votre espace? Typiquement, typiquement la question de la confiance que le pouvoir central donne aux maires, c'est un vrai sujet. Une des explications des Gilets jaunes, c'est que l'hypercentralisation du pouvoir fait qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression que ça se passe pas avec. Mais Macron a dit qu'il allait changer ça. Ah il faut le voir, Non, moi je pense que de toute façon, pour le débat que vous aviez il y a 2 minutes, il faut évidemment, il faut une alternative à la bipolarisation entre Macron et Le Pen, parce que imaginez, qu'est-ce qui va se passer le jour où Macron échoue? Ça peut arriver. Le Pen. C'est quoi l'alternative? C'est Marine Le Pen? Moi je veux qu'il y ait plusieurs alternatives. D'accord, merci Monsieur Juvin, merci. J'avais une question, quand est-ce que vous allez travailler sur le fond? Parce que la droite est très paresseuse, depuis 10 ans, rien, aucune proposition. Faut vous mettre au boulot, Juvin. Mais évidemment, vous avez raison. Mais vous savez, ça commence par quoi? Quand Macron dit on va privatiser l'aéroport de Paris, nous qui sommes en théorie des libéraux, on dit qu'on est contre. Commençons déjà par être en accord avec nos propres idées. Si vous dites que vous êtes pour, vous êtes Macron compatible, donc ça sert à rien d'avoir une formation à part. Mais le Monsieur monde Juvin, surtout. On n'est pas manichéen. C'est pas manichéen, c'est la. Non, mais il y a des choses. Tout pour ou tout contre. Non, mais il y a des choses que vous n'avez pas tranchées. Je suis d'accord avec lui, mais parfois je suis pas d'accord. Non, mais il y a des choses que vous n'avez pas tranchées. En fait, le problème, c'est que les Républicains sont élus à la proportionnelle. Le président des Républicains est élu à la proportionnelle. C'est aussi ça le problème, quoi. Merci Monsieur Juvin. La discussion continue sur RMC en direct et RMC Story. Merci Monsieur Juvin. Dans un instant, quelques réactions. Il y en a une qui est arrivée. Rocher qui m'écrit: si Wauquiez est remplacé par les Mammouths, les Larcher, Morano, Pécresse ou les autres, ils vont disparaître comme les socialistes. Bye bye, m'écrit-il sur internet rmc.fr. On continue d'en terminer avec une direction collégiale. Voilà, on verra, mais je pense que ça va terminer direction collégiale dans ces moments-là. Voilà, la direction collégiale avec la commission, c'est-à-dire on fait rien. On connaît, mais justement, je pense que ça va être ça, mais parce que c'est la culture politique à droite, c'est quand même d'avoir un chef. Sauf que là, il y a personne, à mon avis, qui a envie de se mouiller parce que c'est plus pour se prendre des coups qu'autre chose dans la période. Le chef est mort. Mais même à gauche, avec les institutions de la Ve République, faut un chef. On continue la discussion. Les Républicains, depuis le départ de Wauquiez, est-ce que c'est la fin? Alors, très partagé, on est à 50% pour le moment sur rmc.fr et Twitter. Nicolas, bonjour. Bonjour. Monsieur Nicolas, les 1000 € RMC, c'est pour vous. Les 1000 €. Merci à vous. Merci à RMC. Merci à RMC. Ça me fait plaisir. Voilà, la semaine commence avec un petit coup de bol. 1000 balles qui arrivent comme ça grâce à un SMS. C'est assez sympathique. Vous les gagnez avec les grandes gueules, comme Nicolas, ou vous les gagnez avec Vincent Moscato tout à l'heure dans le Super Moscato Show à partir de 16h. A tout de suite avec les GG. Les GG, les grandes gueules, RMC Story, les grandes gueules en direct tous les jours de 9h à midi avec aujourd'hui dans les GG Didier Giraud, Jacques Maillot, Jérôme Guedj qui nous accompagnent. Aujourd'hui, on parle du cas de Laurent Wauquiez. Je vous lis une petite réaction là qui est arrivée sur internet sur rmc.fr. Voilà ce que m'écrit Caro. Bravo Wauquiez et bon débarras. Assez de ces énarques qui grenouillent dans le milieu politique, qui ne savent pas de quel côté ils sont, juste là pour draguer les électorats. Au revoir Monsieur Wauquiez, merci pour tout, il a coulé son parti, personne ne va le regretter. Voilà un petit message sympathique pour Laurent Wauquiez, monsieur. Jérôme, il y avait quand même un problème Wauquiez dans ce qu'il incarnait, ce manque de sincérité perçu par certains. Je pense parce que, rappelez-vous, Wauquiez, il vient de la droite sociale. D'ailleurs, il avait créé un courant qui s'appelait la droite sociale. Il est des suppléants de Jacques Barrot, qu'il avait repéré. Wauquiez, c'était le gendre idéal, agrégation d'histoire, Normal Sup, Sciences Po, major de l'ENA, bien propre sur lui. Bosseur, très bosseur, donc il est repéré par Jacques Barrot, qui en fait son suppléant. Puis quand Jacques Barrot devient commissaire européen, il est candidat aux législatives. Et il est dans cette mouvance démocrate chrétienne. Et à ce moment-là, intervient ce que j'appelle un positionnement tactique qui se voit. Voilà. Il se dit non, là, l'espace est saturé, l'espace est pris. Moi, je préfère aller dans... c'est le moment où il sort sur le cancer de l'assistanat, rappelez-vous.
qui fait réagir. Même François Fillon et les autres le recadrent en disant là ça va trop loin. Et puis après il y a eu, Jacques le rappelait tout à l'heure, toutes ces petites histoires d'insincérité. On a du mal à le prendre sincèrement. On a oublié l'histoire avec sœur Emmanuel, où il raconte qu'il l'a rencontré quand il était en stage au Caire, etc. Et les amis des sœurs Emmanuel ont dit non, il l'a rencontré une fois à la fin de sa vie. Enfin, il y a toute une série comme ça de rapports à la vérité. Même, rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, il a dit les gilets jaunes, j'ai jamais mis de gilets jaunes. Les mecs ils ont sorti la photo, il a mis un gilet jaune. Donc il y a aussi un problème de sincérité et en politique dans la période où voilà, ça fait trop la godille. Voilà, et le type le porte un petit peu sur. Donc ça veut dire que c'est la fin des hommes politiques un peu cyniques. Parce qu'on a pu reprocher le cynisme politique à un François Hollande ou à d'autres. Quand tu leur donnes ton crédit, tu sais pas encore qu'ils sont cyniques. C'est 15 jours après que ça sort qu'ils sont cyniques des fois. Hein. Non mais je pense qu'il va y avoir une préférence pour une forme de constance et de cohérence dans les parcours et dans les trajectoires. C'est-à-dire être capable d'incarner ce qu'on est. De ne pas courir après les l'électeur. Voilà. De pas s'adapter, de pas être la girouette qui, au gré des mouvements d'humeur. Je pense que oui, en effet, il y a un besoin d'une franchise, quitte à être archi minoritaire à un moment donné, et de se dire je me bats pour mes idées, je creuse le sillon pendant une longue période. Et je pense que c'est ça qui va expliquer que on parlait avant la pause de est-ce qu'il y aura une direction collégiale ou pas une direction collégiale. Parce que les quelques figures qui existent à droite, c'est qui? C'est les grands élus locaux, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, etc. Mais moi, je vous parie qu'aucun de ceux-là ne va prendre le risque d'aller abîmer l'image qu'ils sont en train de construire comme patron de grandes collectivités, à la tête d'un parti, à la tête d'une collectivité où ils gèrent le quotidien des gens, et qu'au contraire, ils se mettent en réserve, si j'ose dire, de la République, en disant j'abîme pas mon image en commentant l'actualité du quotidien, et le jour venu, et c'est un des enseignements de Macron, je peux faire un sprint, sortir 6 mois, 8 mois avant l'élection présidentielle et apparaître totalement neuf. Et on oubliera à ce moment-là que Valérie Pécresse, elle a été ministre du budget 15 ans auparavant, ou Xavier Bertrand était ministre du Travail 12 ans auparavant. Il se rachète une forme de virginité dans la donc on n'a plus besoin période. de parti alors. Mais c'est ça qui a peu terrible. Et ça, c'est pas du cynisme, ça. C'est une stratégie. Non mais en gros, ils sont en train d'appliquer la stratégie Macron. Je rappelle aussi que ces noms-là, ceux qu'on parle aujourd'hui, Pécresse, elle avait refusé d'aller à la présidence. C'est tous ceux qu'on laissé voter à aller se planter la gueule. Ils l'ont fait à dessein. Ils l'ont fait exprès. Ils ont dit vas-y mon gars, va te casser la figure parce qu'en plus ils se détestent allègrement. Pour moi, c'est du cynisme, ça. Non mais c'est une stratégie. Ah oui, cynique. C'est une stratégie cynique. Si c'est Machiavel qui nous apprend ça. Dans la politique, c'est pas du cynisme, c'est de la tactique du jour le jour pour te servir une stratégie au long cours. Donc il faut savoir dans la conquête du pouvoir, et c'est pas un gros mot la conquête du pouvoir. C'est pas un gros mot. Il faut savoir les pires adversaires, ce sont tes propres amis. Là-dedans, vous parlez de personne, ne parlez pas de ligne. Aujourd'hui, les Républicains, c'est quelle ligne? C'est comme le Parti Socialiste, c'est quelle ligne aujourd'hui? Absolument d'accord. Demain, tu mets n'importe qui à la tête des Républicains, même si c'est un parti caporaliste, il emmène les troupes à la bataille sur quelle ligne? La ligne, est-ce que c'est une ligne trumpienne, libérale, nationale, et on avance, mais elle est incarnée plus ou moins par Marine Le Pen sur le national, pas tellement sur le libéral, mais et sinon c'est une ligne droite sociale, comme le rappelait Olivier tout à l'heure, elle est au pouvoir avec Édouard Philippe. Il devrait quand même se souvenir du succès de François Fillon à la primaire de la droite. Alors après, il y a eu la chute, mais Fillon a quand même pulvérisé tous ses adversaires, et pas des moindres, Sarkozy, Juppé. Mais pourquoi il l'a fait sur une ligne? Il avait une ligne claire. Une ligne claire où il était conservateur sur les sujets de société, libéral, sur les questions économiques. Voilà, je vais tailler dans les. Bon, après, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils le font plus, mais je vais tailler, voilà, moins de fonctionnaires, etc. Voilà, mais au moins, c'était clair. Et Fillon, et l'électeur de droite s'y retrouvait. Et c'est d'ailleurs un des enseignements des élections européennes. Ceux qui ont gagné ces élections européennes, ce sont ceux des partis qui avaient la plus grande cohérence dans le message programmatique. Le Rassemblement national d'un côté, les Verts d'une certaine manière, et ceux qui sont en grande difficulté, c'est ceux qui ont accepté en leur sein, ou qui ont subi en leur sein, des débats qui les traversent. La gauche, elle a des débats gigantesques entre la gauche républicaine et puis la gauche indigéniste, multiculturaliste, sur ces questions-là. À droite, même chose. Il y a une droite pro-européenne, il y a une droite libérale, mondialisée, ouverte, etc. Puis il y a une droite plus protectionniste. Et donc, le grand sujet dans ces différentes formations politiques, c'est accepter de plus produire une synthèse molle
en leur sein, en se disant on va se rassembler autour d'une figure qui va nous sauver les uns les autres. C'est fini ça, le sauveur suprême. La figure qui incarne, c'est une sincérité de parole. Donc tous ceux qui aujourd'hui chez les Républicains disent on fait la synthèse, on se retrouve en joue collectif, ça marchera pas. Gérard Larcher, c'est l'empereur de la synthèse molle. Larcher, il veut sauver ce qui se passe. Non, attendez. Larcher, il a un objectif, c'est sauver sa majorité pour rester président du Sénat. Jacques, c'est très bien il faut rappeler que ce sont les maires, les conseils municipaux qui votent pour les sénateurs. Ce sont les grands électeurs. Donc si c'est une bérésina au municipal, Larcher, il perd son Larcher, c'est uniquement une association d'élus, à la fois de droite et des centristes. Il a une majorité, il ne faut pas l'oublier, avec les centristes. Donc on voit très bien. Donc Larcher, attention, pas du tactique, c'est pas un puceau politique, de ce côté-là. Alors nous sommes avec Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Salut, Monsieur Marc de la Marne, les Républicains, c'est la fin ou pas? Écoutez, très clairement, si vous voulez, aujourd'hui on assiste, et c'est ce que je disais à votre collègue tout à l'heure, c'est qu'effectivement il y a une transformation dans le fond et dans la forme de ce parti politique. Il n'incarne plus les valeurs républicaines. En tout cas, je ne me reconnais plus au travers de ce parti pour lequel j'ai voté depuis de longues années. Depuis plus de 30 ans, je suis... aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, c'est plus l'idéologie, en tout cas l'esprit de la droite républicaine avec ses fondements propres et ses valeurs morales. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, ils essayent c'est malheureux, mais c'est une partie de l'extrême droite qui c'est une annexe pour moi. Mais Marc, on va se dire les choses franchement. Marc, est-ce que vous êtes électeur de droite traditionnel, RPR? Vous avez quoi? Vous avez une cinquantaine d'années? On va dire RPR, UMP, aujourd'hui les Républicains. Est-ce que c'est votre vote? C'est exactement ça. Bon, et aujourd'hui qu'est-ce que vous faites? Vous rendez votre carte? Vous faites quoi? C'est fait, oui, c'est clair. C'est terminé. Je rends ma carte complètement, si vous voulez. Bon, c'est pas. On se rend compte que finalement, si vous voulez. Alors, c'est pas propre à Laurent Wauquiez, c'est simplement, je pense que c'est un héritage. Laurent Wauquiez, il a voulu en faire un peu plus que ses prédécesseurs. Mais vous croyez pas à une direction collégiale avec Jean Leonetti et Éric Woerth? Non, parce que si vous voulez, le souci, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est l'immigration, c'est l'islamisation, on traite plus les problèmes de fond qui concernent réellement les Français. Aujourd'hui, on essaye de draguer sur les terrains du Front National, du Rassemblement National. On essaye, le but de la manœuvre, c'est simplement d'arriver au pouvoir, coûte que coûte. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de fondement de la République, il n'y a plus d'esprit République. On se rend compte que finalement, et ça, je suis pas un cas isolé. Je veux dire, on n'est pas dupe non plus. Donc, à un moment donné, il y en a ras-le-bol, quoi. Il y en a marre de surfer sur la vague de la peur, des extrêmes, de monter les Français les uns contre les autres. Il y en a marre de ce pseudo-nationalisme, de ce rejet de l'autre, mon cher Marc, je vous remercie pour votre franchise. Je vous envoie un t-shirt DGG. Je vous dis à bientôt. Marc Lucas qui m'écrit les Républicains, c'est pas la fin. Aujourd'hui, ils vont attendre un éventuel déclin du Rassemblement National ou de la République en marche. Tu vois, moi, je suis d'accord avec l'analyse de Marc, mais c'est aussi par le fait que ceux qui n'étaient pas ça dans les Républicains ont tous rejoint Macron, quoi. Aujourd'hui, chez les Républicains, il reste que la branche droite, je vais dire, parce que la branche gauche, elle est toute barrée chez Macron. Et ce qui pouvait séduire, une partie des électeurs chez un Sarkozy aujourd'hui, ils ne le retrouvent plus chez les Républicains. Sur la branche droite, on m'amuse par rapport à ça. Je me rappelle la campagne de 2012 de Sarkozy. Honnêtement, quelle est la différence entre les positions de Wauquiez et la campagne de 2012? Ça prouve qu'ils ne travaillent pas sur le fond. C'est exactement la même chose. Il n'y en a pas parce que c'est Patrick Buisson dans les deux cas qui murmurait à l'oreille. Faut voir. Donc ça dure depuis un certain temps. Ça t'a pas échappé, Jacques, qu'il a perdu en 2012. Sarkozy, quoi. Il a perdu, mais sa personnalité. Et puis il était président sortant. On peut pas trop comparer Sarkozy et Wauquiez. Mais il parlait des idées, il a du fond. Dans un instant, avec Jérôme Gage, avec Jacques Maillot, avec Didier Giraud, on va ouvrir le monde de Macron. On va reparler de la loi mobilité qui arrive à l'Assemblée nationale. Juste le temps de regarder la consultation. Les Républicains, est-ce que c'est la fin là pour vous qui suivez les GG et qui nous dites ça via les réseaux sociaux? Partagez sur rmc.fr, c'est 50-50. En revanche, sur Twitter, c'est oui, c'est la fin à plus de 70%. Et la consultation continue de vivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Restez avec les GG. RMC pour la radio, RMC Story pour la télé. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les grandes gueules, les
GG, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story. Les GG, c'est à la radio RMC, à la télé RMC Story. Vous voulez assister à l'émission 06 60 61 00 60 06 60 61 00 60 et vous nous rejoignez durant ces 3 heures de show des GG. Le monde de Macron, c'est maintenant. RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Dans le monde de Macron, on a une drôle d'histoire qui arrive au footballeur vedette Neymar, qui se retrouve accusé d'avoir violé une jeune femme à Sao Paulo. À propos de faits survenus à Paris, ça part du Brésil, ça revient sur Paris. Du coup, Neymar, il a été obligé d'enregistrer une vidéo, enfin obligé, il a enregistré une vidéo dans laquelle il raconte et publie même des échanges textos avec cette jeune fille. Oui, bah écoutez. Ce qui s'est passé est exactement à l'opposé de ce qu'on raconte. Ce qui est arrivé ce jour-là, c'est une relation entre un homme et une femme, entre 4 murs, comme ça peut arriver dans tous les couples. C'est une situation très ennuyeuse, pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Et je veux m'excuser auprès de mes proches de les mettre dans une telle situation. C'était un piège, je suis tombé dedans, ça me servira de leçon à partir de maintenant. Alors, Neymar est accusé de s'être montré agressif, d'avoir fait usage de violence pour avoir une relation sexuelle sans le consentement de la dite jeune femme. Alors, bon, on verra ce qu'il en est. La jeune femme, en fait, ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Si l'on en croit la presse brésilienne, cette jeune femme, ensuite, Neymar lui a payé son billet d'avion. Elle est venue à Paris. Les faits se seraient déroulés il y a quelques jours. Et c'est ensuite en rentrant au Brésil qu'elle a décidé de porter plainte. Neymar dit que c'est un piège. Son père aussi, qui s'occupe de ses affaires, a dit que c'était un piège. Voilà, l'idée, c'est de lui prendre de l'argent. C'est parole contre parole. Le problème, c'est que comme c'est tout d'un coup une affaire qui devient médiatique, il y a une réponse médiatique aussi de Neymar. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est en effet parole. Je vois que ça se passe toujours au Sofitel, toujours dans des hauts lieux. Là, c'est pas le Carlton. Jérôme, j'enfonce le coup. Là, c'est parole contre parole, mais simplement, d'après ce que j'ai vu, ça m'a revue de presse, quand même, c'est dans des journaux brésiliens qualifiés de sérieux. De ce côté-là. Bon, le journal brésilien a tendance à défendre plutôt, je dirais, la jeune femme. Mais ceci, je suis très prudent. Hein. J'étais. Faisons attention à ce genre d'histoire. Oui, prudence. Didier. Moi, je crois qu'il ne faut pas trop commenter tant que la justice n'a pas fait son œuvre en la matière. Ce que je voudrais pas, c'est la place de ces gens comme Neymar qui sont hyper exposés à ce genre de trucs. Alors, que ça soit un piège ou que ça soit pas un piège, de toute façon, c'est des gens qui sont quand même hyper exposés à ce genre de trucs. Et moi, je veux pas prendre parti si les dires de la dame ils sont vrais ou faux, parce que ça peut être que la justice qui le dira, ça. Hein. C'est quand même trop compliqué. Avec difficulté, parce que s'il n'y a pas de traces de coups, de violence, etc., voilà. Après on est parole contre parole. Je pense que c'est quand même une situation pas enviable de ce point de vue-là. Des gens qui sont hyper riches, hyper exposés, hyper tout, qui peuvent être hyper influençables, hyper tentés. Parce qu'il faut dire les choses aussi, ils sont hyper tentés. Comment on gère tout ça, les gens qui vous approchent, qui sont honnêtes et ceux qui ne le sont pas. Moi, je pense que c'est une situation très compliquée de ce point de vue. Mais ça se retrouve étalé en place publique dans le monde, plus derrière. Dans le monde du coup avec Neymar, avant même que la justice puisse commencer à réellement enquêter. C'est l'opinion publique qui se retrouverait prise à partie, Jérôme. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut, moi je suis d'accord avec mes deux acolytes, faut s'en tenir à des principes dans des moments pareils. D'abord, il faut écouter la parole d'une victime qui se déclare comme telle. Présumé. Voilà. Non mais justement, il y a une parole d'une femme qui dit je suis victime. Donc on peut pas balayer ça du revers de la main en se disant tout de suite c'est une manipulation, c'est un piège, etc. Donc faut vraiment faire gaffe, parce que sinon il y a le risque de décrédibiliser à chaque fois qu'il y a une femme qui se sent agressée ou harcelée. Et en même temps, ai-je failli dire, il faut aussi être lucide sur le tourbillon de l'hallali médiatico, enfin tout ce qui est mis sur la place publique. On a vu des choses. Quand il y a eu Balance ton port, rappelez-vous, ça a été un mouvement formidable de libération
de la parole et ça a été extrêmement utile. Mais on a vu aussi des gens dont le nom était jeté en pâture. Il y avait la semaine dernière, vous savez, le procès du premier qui a été identifié comme le balance ton porc. Bon, on voit bien que c'est parfois plus compliqué et moins manichéen que ce que ça pouvait laisser apparaître. Donc, moi, je dis vraiment, faisons gaffe. Et puis, il y a quand même l'enjeu de la peut-être immaturité d'une partie de ces footballeurs qui se savent exposer et qui devraient être encore plus précautionneux. Ouais, mais tu vois, c'est aussi la formation, ça, Guillaume. Enfin, moi, je vais faire un Jérôme, pardon. Je vais faire un clivage entre des footballeurs de 15 ans qui amenés à devenir professionnels et des rugbyman de 15 ans amenés à devenir professionnels. Je suis désolé, quoi. Ils sont pas encadrés de la même façon. On leur apprend pas la vie de la même façon, quoi. Et à un moment donné, c'est aussi le rugbyman, il est plus terrain, il est plus dans le quotidien et dans la vraie vie, quoi. Mon fils qui vit dans un pôle espoir, a avec lui à l'école des jeunes qui sont amenés à devenir footballeurs professionnels. Le niveau d'exigence scolaire, et je parle que de ça, il a rien à voir, quoi. Oui, il a rien à voir. Didier, c'est pas ça, c'est que là tu parles de rockstar. Mais ça joue quand même. Non, je suis désolé, mais il y a aucun rugbyman qui a la notoriété d'un Neymar. Neymar, c'est une rockstar. C'est Mick Jagger. C'est c'est Mick Jagger du foot avec ses excès, il sort, etc. Donc effectivement, il se retrouve dans des situations qui peuvent poser problème et ça devient très médiatisé. Et ça a toujours existé, ce genre d'histoire. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être effectivement, on en parle plus parce qu'il y a eu MeToo, parce que il y a eu quelques affaires. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'ils sont préparés de la même façon. Mick Jagger, une rockstar et un footballeur, c'est pareil. Alors, je vais te dire, par rapport, parce que je parle de ça, juste la comparaison. Aujourd'hui, les années 60-70 des rockstars, aujourd'hui, il n'y en a pas une qui tiendrait. Bien sûr. Par rapport à ce qui a été leur vie dans les années 60-70, aujourd'hui, ils feraient un disque, un concert et derrière, terminé, quoi. C'est justement pour ça que je te dis qu'il y a des milieux où on prépare les jeunes à ça, quoi. Une bonne nouvelle pour le PSG encore. Oui, t'as raison. Ouais. C'est excellent. C'est une bonne fin de saison pour le Paris Saint-Germain. C'est bon pour le PSG. Très mieux de s'arrêter. Dans le monde de Macron, on va repasser par le Palais Bourbon, par l'Assemblée nationale, parce que vous allez entendre tout au long de la semaine parler de la loi mobilité qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée. L'objectif de la loi mobilité, c'est entre autres de favoriser des nouveaux modes de déplacement. C'est bon, nous dit-on, c'est bon pour nous, c'est bon pour l'employeur, c'est bon pour la planète. Oui, c'est la loi L'Homme. Alors c'est une loi fourre-tout comme on aime en faire en France. Il y a beaucoup de choses, donc c'est pour ça que le débat va durer longtemps, qu'il y aura sans doute beaucoup de polémiques, parce que ce qui pose quand même problème, c'est l'interdiction des moteurs diesel et essence fixés à 2040. C'est-à-dire qu'en 2040, c'est dans 20 ans. Si on en croit, si on suit cette loi, plus aucun constructeur ne pourrait vendre une voiture essence, une voiture diesel. Donc bien sûr, vous imaginez, c'est compliqué parce que derrière il y a la casse sociale, les syndicats sont vent debout, les syndicats de Peugeot, de Renault, etc. Est-ce que c'est tenable? Parce que si on interdit diesel, essence, il faut quand même bien bouger, se déplacer. Alors c'est sympathique le vélo, mais enfin on peut pas tous rouler à vélo. 70% des trajets professionnels se font en voiture et 95% des voitures qui sont vendues en ce moment, c'est des voitures essence et diesel. Donc on est quand même loin vers la transition vers l'électrique. Est-ce qu'on pourra d'ailleurs fournir des voitures électriques à tout le monde? Bref, il y a quand même beaucoup de questions. Et dans cette loi, on nous incite quand même. Alors, bon, c'est comme si c'était la loi qui devait nous obliger à faire du vélo. Il y a marché, j'ai vu. Voilà, il faut marcher. Il faut faire une loi pour nous dire prenez le vélo, apprendre le vélo. Alors, ça sera bientôt obligatoire d'apprendre le vélo. Est-ce que c'est la bonne méthode en fait pour aller vers effectivement un monde moins carbone? Bien sûr que c'est la bonne méthode, parce que passer par la loi. Non mais la loi parmi d'autres outils, l'éducation, l'enseignement. Mais attendez, tout à l'heure au programme là, on va parler de l'été sera-t-il caniculaire. Dire, il nous pend au nez la catastrophe climatique. Soit on se dit, on regarde pas ça, on s'en fiche. Et le problème n'interviendra pas, que ce soit la montée des températures, les difficultés qui vont avec. Soit on se dit, on a ça devant nous. Et dans ce cas-là, il faut qu'on change nos pratiques et nos comportements. On le fait individuellement, on bouge, on change nos habitudes. Et puis, quand on n'y arrive pas spontanément, eh bien, il faut qu'on y soit incité ou un petit peu. Personne va être obligé de faire du vélo, mais on va inciter. À Paris, mais on va inciter au début. À un moment donné, quand t'interdis la bagnole. Oui, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez au bout du bout? Qu'est-ce qu'on veut?
Là, on dit en 2040, on se donne 20 ans pour faire sortir. Tu nous dis, si vous faites pas du vélo, c'est la fin du monde. En gros, c'est ça que tu fais. Mais si. Oui, mais c'est surtout à l'inverse, tu es l'autruche. Je mets la tête dans le sable et je dis, c'est pas grave, je continue parce que j'aime ma bagnole, y compris quand je la prends pour faire 2 km pour aller chercher le pain. Voilà, les 2/3 des déplacements sont des déplacements à moins de 5 km. Donc je dis pas qu'on va tous les remplacer par la marche à pied, les transports en commun et le vélo. Mais enfin, quand même, moi j'étais il y a quelques jours à Amsterdam. C'est un pays, les Pays-Bas, alors ils y sont pris depuis beaucoup plus longtemps. C'est admis, c'est intégré. Et il y a 12 ou 15% des déplacements qui se font à un moment donné. Sauf que les Hollandais, comme ils sont pragmatiques, ils ont fait les choses dans l'ordre. Oui. Ils ont commencé par faire des pistes cyclables. Je suis d'accord. Et après, ils ont viré les bagnoles. En France, on fait l'inverse. On a accumulé du retard. Et après, on dit démerdez-vous. Attention, t'es tendon, putain, tape pas sur la table. On a accumulé du retard, oui. Et le il est collectif. Non, ok. On était dans le tout bagnole pendant des années. On faisait des autoroutes urbaines au milieu des villes. Donc, pour sortir de ça, c'est une transition. C'est pas du jour au lendemain. Mais donnons-nous cet objectif. Ça, je trouve que c'est un beau projet. 20 ans. Je pense que je vais remettre quelques poulinières en service. Il y a la casse sociale. Moi, je vais remettre quelques poulinières en service parce que l'hippomobile, ça va redevenir d'actualité, les gars. Les quoi? Je vais remettre quelques poulinières, des juments poulinières pour faire des chevaux de trait. L'hippomobile, les chevaux obligés. Les carrières. Ah oui. Après, parce qu'il y a une question que personne n'a posée, quoi. C'est bien beau de virer les bagnoles thermiques dans 20 ans. Comment on recharge les nouvelles bagnoles? Enfin, ce qui va remplacer. Comment on recharge tout ça? Je suis d'accord. Le problème de l'électricité, parce que quand en même temps on dit il faut passer au tout électrique et qu'en même temps on dit il faut virer les centrales nucléaires, on fait quoi derrière, quoi? On fait quoi? C'est quoi l'alternative? Moi, je suis pas d'accord avec des gens comme toi qui disent il faut virer le thermique et qui me donnent pas la solution sur comment on produit l'électricité. Surtout en Saône-et-Loire, vers chez toi, par exemple. Virer le thermique, c'est une chose. Comment on produit l'électricité? Parce que ça, faut le résoudre, quoi. Parce que quand chaque fois qu'il y a une éolienne, il y a un comité écolo qui dit ah non, l'éolienne c'est pas beau. Chaque fois qu'il y a un panneau de photovoltaïque qui se met en place sur un toit, on dit ah bah non, ça pollue visuellement et on ferme les centrales. On fait quoi? On rouvre les mines de charbon. Je trouve que ce débat il est passionnant. Voilà, ça c'est de la politique. Ça c'est de la grande politique. Ça c'est de la vraie politique. Mais ce que je trouve terrible, c'est qu'on balaye le débat du revers de la main en disant ça me gonfle dans mon quotidien, je veux garder ma bagnole, etc. Donc, avec toi, moi je suis prêt à passer à l'électrique si on fournit l'électricité correctement. Concrètement, comment toi tu as changé tes habitudes? Moi je prends plus le vélo, ce que je faisais pas du tout. Voilà. Je prends même des trottinettes électriques. Je sais que c'est pas très politiquement correct. C'est toi qui as percuté la pianiste? Non, j'ai percuté personne. Je fais gaffe et je le fais. Il faut bien trouver de nouveaux modes de déplacement. Et je le fais sur la chaussée. Quand il y a une loi qui t'interdit. L'intérêt général, c'est pas la somme des intérêts particuliers. Donc soit chacun dans son fort intérieur a conscience et nos gamins, c'est les meilleurs ambassadeurs. Voilà, je trouve que eux, ils participent d'une génération, on a vu sur les marches climat, qui commence à avoir la conscience de l'état dans lequel on va leur laisser la planète. Parce que je trouve que cette espèce d'aveuglement qui consiste à dire c'est pas grave, on continue business as usual, comme s'il n'y avait pas cette menace climatique. Personne dit qu'il faut continuer comme avant. Mais alors quoi? Mais cette injonction avec ce discours de fin du monde, forcément vous êtes contre la planète, vous voulez pas changer, il faut faire des choses qui sont jouables. Pour les patrons, Jacques, Français vont sauver la planète à eux seuls là. Jacques, les employeurs pourront rembourser à leurs salariés un montant maximum de 400 € par an pour encourager les déplacements à vélo ou covoiturage. Donc il y aura une petite incitation. Non, mais concernant le vélo, c'est bien qu'il y ait une incitation. Mais je prends l'exemple, on a pris l'exemple des Pays-Bas et à juste titre. Mais je prends l'exemple de Strasbourg. Il y a eu toute une politique et à Strasbourg on fait du vélo. Oui, mais ça marche dans les villes, Jacques, c'est pareil. Mais comment Jérôme Gage, il est urbain, alors bien sûr il peut prendre la trottinette, il prend le vélo. Non mais c'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas dans les grandes villes. Mais là il y a le déclenchement. Il y a eu toute une politique qui a été menée, mais vraiment intelligemment, beaucoup plus qu'à Paris, par exemple. Justement, ça va nous emmener à notre prochain sujet. Ce sont ces députés qui nous disent là on a du train pour les trajets de 2 heures. Pourquoi est-ce qu'on prend l'avion? Alors, ils veulent supprimer des lignes d'avion pour nous emmener vers le train. Ah ouais, mais seulement les lignes d'avion, l'aviation, c'est quand même un secteur d'activité, secteur économique, il y a du personnel. Bref, plus d'avions, là où on peut prendre le train. 32-16, rmc.fr, c'est à vous d'en parler dans un instant avec les Gigi, avec les grandes gueules. RMC, 9h midi, les grandes gueules.